KFC, c'est bien plus que du poulet frit. KFC, c'est une icône de la culture pop. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Saez, le brand director de KFC France. Ensemble, on a parlé branding, storytelling et campagne de pub. Il nous raconte l'histoire complètement improbable de la campagne BFF avec Burger King. Il revient sur le carton de la collab avec Mister V et les burgers de la Mama. On a aussi discuté influence marketing, marque employeur, franchise et bien sûr, il nous a parlé de leur KPI. Écoutez, partagez, commentez cet épisode et à ne pas rater. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le Super Délit. Merci, bonjour Thibaut. Est-ce que tu connais Lyon? Est-ce que c'est un endroit où tu viens souvent, fréquemment voilà. Je viens régulièrement. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ok. ouais. Bon. Et, principalement dans ce quartier aussi, donc j'avais mes repères. Ah, très bien. On est très content de t'accueillir. Merci de venir jusqu'à nous. Ça nous touche, ça nous fait plaisir et beaucoup de choses dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Juste avant qu'on commence, je disais, tu es brand directeur de KFC France. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quelles sont tes missions? Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire brand director? Je suis garant de la marque KFC sur le territoire français. Ça veut dire qu'en fait, je m'occupe de toute la plateforme de communication, évidemment avec une équipe et avec des partenaires. Et mon rôle, en fait, c'est de construire cette marque pour construire son affinité avec les Français et faire de la marque KFC une marque qui résonne auprès du plus grand nombre et une marque qui est de plus en plus appréciée. Que KFC, c'est vraiment un peu la marque, c'est la love brand un peu iconique, c'est la love brand aussi aux multiples campagnes qui buzzent. Et il y a plein de choses dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Je te les fais rapidement. J'aimerais que tu nous fasses un petit état des lieux de KFC, qu'on comprenne mieux comment ça marche, combien de magasins, etc. Combien de restaurants, pardon. J'aimerais beaucoup qu'on parle de l'héritage US, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des États-Unis, peut-être pas en bien. J'aimerais savoir ce que ça veut dire quand on est KFC France. On va parler aussi, j'espère, de tonalité de marque, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et si je comprends bien, tu es un peu le garant de cette tonalité ici sur notre territoire. J'aimerais aussi qu'on parle des différentes campagnes. Là, il y a quelques campagnes vraiment ouf qui sont sorties. Et dernièrement, je pense à la campagne Meilleurs Amis entre BK et KFC, campagne inattendue. J'aimerais que tu nous racontes les coulisses de cette campagne-là. De culture pop, il y a beaucoup de sujets et évidemment, au milieu de tout ça, un petit peu de social media. Est-ce que ça te va comme programme? Nickel. Bon, allez, super, on est parti. KFC France. Est-ce que tu peux nous dresser une sorte de rapide portrait robot de KFC France aujourd'hui? Combien de restaurants? Comment ça s'organise? Écoute, KFC France, troisième plus grande chaîne de restauration rapide en France, présente depuis un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, on avoisine les 400 restaurants, 390 exactement. On est un modèle 100% en franchise, donc ce qui signifie que nos restaurants sont opérés par des franchisés indépendants. Donc des gens comme toi et moi, on a aujourd'hui 55 franchisés, 56 franchisés exactement, dont un franchisé corporate. Voilà, on est leader sur notre secteur du poulet frit, parce que c'est vrai que c'est une des particularités de notre enseigne, c'est qu'on ne travaille que la protéine du poulet, avec une recette originale qui a été créée en 1952 par notre fondateur iconique qui fait aujourd'hui toujours partie intégrante de notre logo, le colonel Sanders. Donc recette iconique, secrète, qui fait en fait la magie du poulet frit KFC aujourd'hui et que tu peux retrouver dans une centaine de pays dans le monde aujourd'hui. Donc tu disais modèle 100% franchise. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui tu travailles pour ce qu'on appelle un franchiseur. La marque KFC et tu entretiens la marque au profit de 50 entrepreneurs, puisque c'est ça, ce sont les franchisés. Exactement. Et ces franchisés qui nous ont fait confiance en tant que franchiseurs en investissant dans la marque, aujourd'hui ils opèrent ces 390 restaurants sur tout le territoire français. Et nous, si je regarde mon périmètre marketing, on leur doit quelque part de construire la marque, de construire les offres, de construire, on va dire, toute la stratégie d'actualité KFC pour leur permettre de
recevoir des consommateurs tous les jours dans les restaurants. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait de comment ça marche un deal de franchise, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le deal qui lie un franchiseur, la marque KFC France, et ses franchisés? Alors en fait, un franchisé, c'est un entrepreneur qui va rencontrer un franchiseur et il va exploiter une licence. Donc la licence, c'est KFC. Aujourd'hui, notre franchisé, il a un local, un restaurant. Et à l'intérieur de ce restaurant, KFC France va lui fournir des équipements, va lui fournir... ensuite des moyens marketing, va lui fournir des produits et lui il va gérer, on va dire, toute la partie opérationnelle. Il va recruter ses équipes, il va ensuite passer ses commandes de fourniture, de nourriture, etc. Et en contrepartie de quoi il va reverser des royalties aux franchiseurs pour l'exploitation de cette licence. Voilà, et donc l'exploitation de cette licence, tu as dit, c'est des produits, c'est des machines et c'est une marque. Voilà, donc Exactement. la fameuse marque KFC, cette marque américaine, donc née en 1952, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est le Colonel Sanders dont tu parlais, c'est la recette secrète, c'est une icône aussi de la culture food aux États-Unis notamment, mais en France, on sait que le rapport au fast-food, il est un poil différent. Voilà, on a cette fameuse culture du bon goût. Peut-être même parfois, on a eu historiquement, en tout cas, une méfiance face aux excès américains. Et là, votre ADN, il est profondément américain chez KFC. Comment vous faites pour adapter cette culture US à notre territoire, à des implantations locales ici en France? Tu l'as dit, je crois que le fast-food en France, il est très différent du fast-food que tu peux retrouver aux États-Unis. Je crois que la plus grosse différence, c'est les restaurants. Quand tu rentres aujourd'hui dans un KFC en France, ça n'a rien à voir avec un KFC aux États-Unis. Les restaurants sont beaucoup plus modernes. On a une vraie culture, on va dire, de l'accueil. Aujourd'hui, on a près de 25% de nos restaurants qui ont notre nouveau décor. Donc à la fin de cette année, on aura 50% qui seront redesignés, on va dire, au nouveau décor. Donc on a vraiment on met énormément d'investissement dans l'accueil personnalisé pour les consommateurs français pour justement correspondre au modèle de restauration typiquement français. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse différence. Maintenant, cette culture US, on la travaille parce qu'on en est fiers et c'est ce qui fait, je pense, le succès de la marque en France et dans le monde. Donc, suffit de rentrer dans un restaurant, tu vois vraiment, tu ressens l'ADN en fait du Colonel Sanders, de la marque un petit peu partout. Et puis, suffit d'aller sur une borne de commande, d'être confronté au produit. Tu as cette iconique bucket qui est pour le coup, je pense, un asset universel que tu peux retrouver partout avec un bucket de tenders, un bucket de hot wings qui fait en fait la magie de KFC. Est-ce que y a des éléments de cet héritage américain que vous êtes amené à lisser en France? Lycée, je dirais pas, non, je dirais pas ça. On a une vraie liberté on a une forme d'adaptation culturelle qui nous est laissée en fait par notre global. Si je prends un exemple assez marquant, c'est la signature du global It's Finger Licking Good, qui résonne pas forcément en fait aujourd'hui en France, qui est pas forcément qui est même dur à traduire en français. Assez dur, ouais. Assez dur. Alors, il y a eu une époque où elle a été traduite. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on ne l'utilise plus. Moi, je pense quasiment jamais connu l'utilisation en 8 ans. Donc, tu vois, ça c'est une forme de vraie souplesse parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de marques dans le monde qui laissent sa signature, qui laissent le choix de sa signature au marché. Mais en même temps, à partir du moment où il n'y a pas de dérive et que le marché en question, la BU en question construit sa marque sur son territoire, le global est content et nous aussi. Oui, parce que le global donc, sont des Américains. Voilà, et tu dois leur rendre compte, toi, c'est ton job là, de gérer la marque en France. Et moi, je serais vraiment curieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un brand book énorme qui t'est donné, et puis toi, tu as la difficile mission de l'adapter au marché local, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est un brand positioning qui est construit par le global, qui est réévalué régulièrement. On est une marque qui est vraiment, alors, qui a un héritage fort, qui le cultive, par contre, qui évolue énormément et qui a
très bien compris que on avait besoin en fait de suivre les tendances et que justement les attentes des consos, notamment des plus jeunes, changeaient très très vite et de manière assez conséquente. Donc c'est un brand positioning qui évolue avec justement ces possibilités d'adaptation. Parce que tu ne t'adresses pas à un consommateur indien comme à un consommateur français, comme tu vas t'adresser à un consommateur sud-africain. Et donc ça, chaque BU a la possibilité justement d'adapter ce brand positioning pour sa culture. Et comment on fait du coup pour que ça reste cohérent à une échelle worldwide, tout ça? On a Quel est le fil conducteur en fait? On a... j'ai envie de dire, le fil conducteur, c'est notre offre, c'est justement ce fried chicken qui est si particulier et c'est de cultiver l'ADN de la marque. Après, une fois qu'on dit cultiver l'ADN de la marque, on peut le cultiver de différentes manières. Et j'ai envie de dire que je pense que la consistance, elle est très importante au sein d'un même marché. Maintenant, d'un marché à un autre, à partir du moment où les cultures ne sont pas les mêmes, pas si grave. Pas si grave. Ouais. Par exemple, là, en France, quelle est la place que le colonel Sanders tient? Je sais qu'aux États-Unis, c'est un personnage central, c'est même quasiment un personnage de pop culture. On le retrouve dans des comics, etc. C'est un personnage majeur. En France, je sais qu'il est aussi présent dans votre icono, mais est-ce que c'est le même cheval de Troie qu'aux États-Unis? T'as raison, c'est les États-Unis, pour les Américains, le colonel Sanders, c'est un personnage de pop culture. C'est un peu le bibendum Michelin en fait, des Français. Les gens ont grandi avec, ce qui n'est pas le cas des Français. Nous, comme je te le disais, ça fait 30 ans qu'on est en France, donc il y a quand même une grande partie des gens qui ont vu le colonel Sanders arriver, avec un visage qui ne leur était pas forcément familier. On peut en parler d'ailleurs de l'origine de ce personnage, colonel Sanders? On peut en parler. Moi, je ne suis pas au courant en fait. Je vois très bien à quoi il ressemble, mais je ne connais pas l'histoire du C'est vraiment... alors, il y a une part de légende dans son histoire. Je pense que c'est vraiment le self-made man par excellence. C'est quelqu'un qui a eu 10 000 vies. Et pour arriver, on va dire, à sa dernière vie qui a fait de lui le personnage qu'on connaît, il était propriétaire d'une station-service dans le Kentucky. Et il s'est vite rendu compte que en fait, les gens, et principalement les camionneurs, s'arrêtaient pour prendre de l'essence. Et en fait, c'était une époque où les trajets étaient très très longs et ils étaient beaucoup moins confortables que maintenant. Et les gens étaient fatigués, ils avaient besoin de repos, etc. Et donc, il a commencé à cuisiner dans sa station-service. Et petit à petit, il a mis en place cette recette de poulet frit qui en a fait en fait une destination quasiment incontournable en fait pour tous les voyageurs. Et il a connu un succès énorme, plus pour sa cuisine que pour sa station-service. Et donc voilà, de fil en aiguille, la recette s'est développée. Et il a développé KFC et ce qui est devenu la chaîne de restauration rapide qu'on connaît. La success story à l'américaine, quoi. Incroyable. Donc tu m'étonnes que les Américains, ça leur parle, quoi. Ça, c'est vraiment la belle histoire. Ok, donc KFC adapté du global US en France, et ça c'est ton job notamment. Voilà. Comment ça se passe pour travailler cette marque en France? Vous êtes combien de personnes? Donc vous êtes basé déjà à Paris, là tu nous viens de Paris tout droit, si je dis pas de bêtises. Le siège donc de KFC France et donc à Paris. Vous êtes combien? C'est quoi les équipes de KFC en France? On est environ une petite centaine de personnes et au marketing on est 25. Voilà, et aujourd'hui on est une petite dizaine à gérer la marque. D'accord. Et là, au milieu, il y a la marque, la dimension social media aussi. Tout est une même équipe. C'est la même team qui gère tout ça? Exactement. Ouais. L'équipe marque, ça va justement de la plateforme de marque, donc le positionnement stratégique, toutes les campagnes de communication, publicité, tout média, le social media et également la communication corporate. Ok. J'aimerais du coup qu'on parle de tonalité de marque parce que KFC en France a une tonalité très identifiable. Voilà, c'est on va dire c'est fun, c'est irrévérencieux, c'est très communautaire aussi. Comment est-ce que vous avez construit cette tonalité de marque? Écoute, ça se fait petit à petit. Tout à l'heure, tu parlais du colonel. Je pense qu'il y a eu 3 grandes époques de la communication de KFC en France. Il y a eu une période pré-colonel, on va dire des années 90 à 2010, qui a été, on va dire, assez longue, 95-2015 pour être précis, où on communiquait beaucoup sur le produit, mais sans que la marque soit vraiment installée et sans qu'elle
sans qu'elle résonne vraiment auprès des Français. Donc pour caricaturer, c'était un peu une période où alors c'était le début de la communication de KFC en France, donc forcément il y avait des effets qui étaient assez notoires sur notre business, mais c'était une période où la marque ne se construisait pas forcément, et arrive ensuite la période où on ressent ce besoin d'être beaucoup plus identifié, et avec une nouvelle plateforme de marque, on a lancé justement cette plateforme autour du Colonel. Donc là, le Colonel était vraiment au centre du projet. C'était lui qui portait toute notre communication. Le bénéfice de ça... C'était le Ronald McDonald's de KFC, quoi. Quelque part. C'était le centre de notre communication, et l'élément bénéfique de ça, c'est qu'on était beaucoup plus reconnaissable. Donc en fait, quand on communiquait, on ne travaillait plus pour la concurrence, on était vraiment nous, KFC. Donc ça nous a permis quand même de sortir vraiment d'émerger dans le tunnel publicitaire, d'être reconnu et de travailler vraiment pour notre marque. C'est une plateforme qui a duré 4-5 ans, et au bout de quelques années, en fait, on s'est rendu compte que le Colonel prenait le dessus en fait, sur notre produit, et apportait, de par le fait qu'il ne soit pas un personnage pop culture, une icône, et amenait en fait un côté un petit peu artificiel à la marque. Et c'est pour ça qu'on a changé de plateforme. Donc c'est pas des changements radicaux, c'est vraiment des évolutions pour justement on arrive à garder quand même un certain lien. Mais cette évolution, en fait, petit à petit, l'espace de 2-3 ans, le Colonel a pris une autre place, il a pris une autre dimension. Il est passé du héros au garant de la qualité produit. Donc le Colonel, on va dire, il avait une posture beaucoup plus statutaire, beaucoup moins huluberlu, beaucoup moins loufoque, et c'était le garant de la qualité. Il était là en fait pour venir cautionner la recette. Et donc ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un switch entre la star Colonel et la star produit. Le produit était devenu la star de nos communications, et le Colonel venait en garant. Et en fait aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le Colonel il est quasiment absent de nos copies parce que je crois qu'on a trouvé en fait un positionnement. Tu parlais justement d'un ton assez irrévérencieux. C'est quelque chose qui nous accompagne pas depuis le début. L'irrévérence, l'humour, c'est une forme d'humour qui nous est propre. On va pas copier l'humour des uns ou des autres. Ça, c'est quelque chose qui permet en fait de ne plus s'appuyer sur un Colonel ou un autre élément de l'ADN de notre marque qui nous correspond plus forcément aujourd'hui. Tu as conscience aujourd'hui, Guillaume, que vous êtes un peu le bench. Vous êtes le bench par excellence. Vous êtes le case study. Et qu'il y a un paquet de marques qui, aujourd'hui, sont en recherche autour de leur tonalité. Aimeraient aller eux-mêmes à avoir une tonalité de marque. Et souvent, vous êtes cité en exemple. KFC, on en parle d'autres. Hein. Il y a aussi d'autres confrères ou concurrents dont on parlera peut-être après, qui ont travaillé aussi autour de cette tonalité-là. Comment vous avez réussi à organiser, ou plutôt même, je vais le dire différemment, comment vous avez réussi à un moment donné à prendre votre courage à deux mains et à installer cette tonalité-là et en faire le fil conducteur de votre prise de parole de marque? Ouais, je pense que c'est avant tout lié au dynamisme de notre industrie. En fait, aujourd'hui, je te rejoins quand tu dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui cherchent leur tonalité, etc. Nous, on est dans une industrie qui va, en termes de marketing, qui va très très vite. Et honnêtement, on a la chance, surtout en France, je pense, d'avoir 2-3 très bons concurrents. Et je pense que c'est la compétition qui fait qu'on se tire tous vers le haut. Et on doit en fait faire preuve de beaucoup plus d'inventivité. Alors pour nous, on l'a traduit par de l'audace, du courage, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça en fait qui plaît aux consommateurs, et on se rend compte que le fait de parler vrai, de prendre des risques et de sortir un petit peu des sentiers battus fait que le consommateur s'y retrouve, et au final quand le consommateur s'y retrouve, nous on est les premiers contents. Est-ce que vous avez aujourd'hui une charte éditoriale ou une charte autour de votre tonalité qui vous permet, parce que vous êtes nombreux là, à prendre la parole, puis il y a des acteurs locaux aussi qui à un moment donné ont peut-être des initiatives de communication ou de prise de parole. Comment on fait pour garder dans l'expérience client, que ça soit depuis la communication jusqu'à l'acte d'achat en restaurant, cette tonalité-là? Comment est-ce qu'on la transmet? Comment est-ce qu'on la cultive en interne? Ouais, on a une charte. Alors...
c'est pas une charte qui est physiquement tangible. Hein. J'aurais pas pu t'amener la charte KFC. C'est pas un document. C'est plus un état d'esprit. C'est plus des do and don't. C'est un peu aussi un filtre de jugement des idées. C'est de se dire, est-ce que est-ce qu'on est légitime pour prendre la parole sur ce sujet? Est-ce que la manière dont on l'exécute correspond justement à notre tonalité? Donc, j'ai envie de dire que ça repose aussi sur des personnes qui sont garantes de cette charte, que ça soit chez nous, que ça soit au sein de l'agence qui a contribué, qui a construit en fait cette charte aujourd'hui. Et le fait de regrouper, on va dire, tous les contenus créatifs au sein d'une seule et même équipe chez KFC France, ça permet justement de garder cette consistance et de dire et de garder cette logique de message. Tu es en train de me dire que tu es un peu le gardien du temple. Tu as les clés. Alors, heureusement pour moi, je ne suis pas seul. Parce que je pense que ça serait une pression, pression assez compliquée à gérer. Et au-delà de la pression, je pense que c'est pas non plus la bonne manière de faire, d'être seul à juger de la pertinence d'un contenu. Donc, on est une sorte de concile où on peut se regrouper entre direction marketing, moi aujourd'hui, qui nous permet justement d'avoir une vision un petit peu plus haute sur ces sujets-là, et aussi au sein de l'agence. Et jusqu'où aujourd'hui votre liberté créative, elle peut s'exprimer sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe ça aujourd'hui? Parce que nous, on va forcément, c'est ce qu'on voit, je dirais, de façon de plus évidente, hein, c'est votre prise de parole et avec parfois des vraies prises de risque. J'en donne une, par exemple, là sur TikTok, vous avez une série de vidéos dans lesquelles vous dites que vos clients sont des rois parce qu'ils achètent des menus pas chers. Tu vois, moi, ça me fait beaucoup rire. Culturellement, c'est très relevant, tu vois, c'est dans l'air du temps, le rat, etc. etc. Ceci étant, waouh! Je veux dire, il y a une vraie prise de risque et une vraie prise de tonalité. Où elle se situe, la liberté là, elle est collective? Vous avez, comme tu dis, un conseil qui à un moment donné peut dire wow, les gars, là ça va trop loin, on peut pas dire que nos clients sont des rats parce qu'ils achètent pas cher. Comment ça marche en fait? C'est vrai que parler de rats quand on est dans la restauration, ça peut être compliqué. Non, ça peut être compliqué. Non, mais il y a ça, puis il y a aussi dire mes clients sont des radins. Il y a aussi mon produit il coûte pas cher, donc du coup est-ce qu'il est bon? Tu vois, il y a beaucoup de questions autour d'une petite vidéo un peu rigolote comme ça. C'est justement ce degré d'audace en fait qu'on doit nous mesurer, savoir est-ce qu'on va franchir la ligne ou pas en comparant nos consommateurs à des rats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui est hyper installée, qui est absolument pas, on va dire, péjorative. C'est vraiment un détournement du sens premier du mot. Donc là-dessus, on n'a pas la latitude, on va dire, temporelle de passer par des étapes de validation. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ouais. Donc là, c'est du bon sens. C'est souvent en fait des échanges WhatsApp entre l'équipe KFC, l'agence et une mesure du risque, mais vraiment à l'instantané. Ouais. On y va pas. Et après, l'expérience fait que normalement, on est censé savoir trancher. Et quand il y a trop de risques, généralement, on se back up, soit en prenant appui chez une personne extérieure, on va dire, de notre petit groupe, soit légal. Ça fait plusieurs fois que tu dis agence, donc juste pour bien comprendre, vous êtes 25 chez KFC France à travailler autour de la marque, les réseaux sociaux, etc. Et donc vous êtes accompagné aussi par une agence. Est-ce qu'on peut avoir un nom et savoir ce qu'elle fait, et comment vous collaborez ensemble? Bien sûr, aujourd'hui on est accompagné par Avas Paris, donc qui gère l'ensemble de nos contenus créatifs. Donc ils sont garants de la plateforme de marque. C'est eux justement qui ont créé cette troisième version de plateforme de l'histoire de KFC France. Qu'on appelle en interne la plateforme du croustillant, parce que vu que c'est eux qui ont ramené le produit au cœur de la plateforme, avec cette culture du craft qu'ils nous ont amené. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait aussi le succès publicitaire de KFC, c'est ce grain, au-delà de la tonalité, c'est cette image, c'est vraiment cette culture de la belle food et de l'image très très travaillée. Donc c'est eux qui gèrent donc toute la partie plateforme, campagne et social media. Ok, d'accord. Et donc vous collaborez ensemble là-dessus. Ok, très bien. Est-ce que
tu t'es, toi, déjà retrouvé dans une situation où tu devais un peu calmer le jeu pour éviter de déraper, c'est-à-dire dans votre enthousiasme collectif, toi, l'agence, la marque qui appelle, puis aussi l'escalade, comme tu l'as dit, sectorielle, parce que vous êtes sur un marché très actif en termes de communication, avec une vraie guerre à l'attention, peut-être une guerre même au buzz dans certains cas. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à dire, ouais les gars, je le sens pas, coup de frein à main là-dessus? C'est hyper régulier en fait, parce que si tu vois, je me remets en mémoire le fil de conversation WhatsApp qu'on a sur toute la partie newsjacking. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 3 rebonds sur 5 qu'on ne lance pas. Alors, soit parce que justement, comme tu le dis, on y voit un risque, mais souvent c'est parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas la légitimité pour y aller. En fait, l'idée, c'est on ne va pas aller chercher l'engagement si on n'est pas légitime pour prendre la parole. Il y a des sujets sur lesquels on ne va pas parce qu'en fait, on n'a rien à faire là-dessus. En fait, il faut toujours qu'on arrive à trouver un lien. Et généralement, les contenus qui engagent le plus sont vraiment ceux, on arrive quand même à le déceler en amont. On sait quand un contenu va marcher. Alors parfois, on pense qu'il va marcher, il ne marche pas. Mais c'est rare qu'on soit 100% surpris par un tweet qu'on va faire parce qu'on n'est pas légitime. Question un peu pratico-pratique dans votre collaboration avec l'agence. Là, tu me parles de WhatsApp. Effectivement, c'est compliqué ces collaborations comme ça quand tu as une marque comme KFC qui doit être très dans l'air du temps, très active, très réactive aussi aux trends, etc. Donc, c'est un défi à la fois pour vous prendre des décisions rapidement, mais aussi pour l'agence de pouvoir les faire accepter très vite. Donc, comment vous fonctionnez là? J'entends parler de WhatsApp. Est-ce que c'est votre canal prioritaire un peu d'échange? Est-ce qu'ils sont très force de proposition, d'idées et vous, de temps en temps, vous donnez des go et de temps en temps des stops? Comment ça marche en fait? C'est principalement ça. Sur la partie newsjacking, c'est principalement WhatsApp. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe qui passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et qui est aussi très très force de proposition. D'accord, donc ça va dans les deux sens. Carrément. Ouais, c'est ça. Carrément. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle côté marketing d'être capable de nourrir l'agence parce qu'on l'a dit au début, on est garant de la marque. Donc je pense que même si l'agence est beaucoup plus créative que nous et on se substituera jamais à leur rôle, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas de créatif au sein de KFC France, on n'a pas de social media manager au sein de KFC France. Non, nous, c'est des brand managers qui sont capables de concevoir des campagnes, des plans marketing et qui aussi gèrent le social media de leur campagne. Okay. Mais par contre, quand il y a un rebond à faire, quand ils sentent quelque chose, ils sont complètement libres de le partager à l'agence. Ok. Est-ce qu'il arrive que le global, le siège américain, vous impose des campagnes, qu'il y ait des campagnes globales? Là, on a beaucoup parlé d'adaptation, on a beaucoup parlé de l'agilité de vous agir sur votre marché local. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des campagnes où on vous dit non mais les gars, là il n'y a pas le choix, c'est les nuggets de poulet, boum, pendant un mois vous me tapez là-dessus, il n'y a pas le choix. Ou la NFL, j'en ai rien à foutre, on a signé un partenariat, je veux qu'il y soit sur tout notre marché global. Est-ce que parfois vous subissez aussi des campagnes venues d'ailleurs? Je crois que je vais faire des jaloux, mais non. Non, tu fais des jaloux, c'est vrai. Ouais, non, là-dessus, on a un global, comme je disais tout à l'heure, qui sait que l'adaptation culturelle est hyper importante. Alors, en revanche, on est très accompagné lorsqu'on le souhaite, sur, par exemple, tu parlais de produits, pour des lancements de produits. Si on veut piocher dans un pipeline de produits référencés par le global, on peut. En revanche, si on a la capacité en interne de développer des produits qui seront plus pertinents pour notre marché français, on peut le faire. Aujourd'hui, sur l'année passée, 100% de nos innovations, on en a environ entre 8 et 10 à l'année, 100% de nos innovations sont françaises. Ok. Okay. On a de la R&D au sein de l'équipe marketing, une équipe innovation, une cuisine et toute la journée, ça tourne pour faire des recettes, trouver des nouveaux concepts de sandwich, de burgers, de wrap pour justement notre marché. J'aimerais qu'on parle de campagne, parce que tu as parlé tout à l'heure de campagne, donc on a compris, vous êtes une équipe de 25 personnes, de brand managers, en tout cas de
de gens qui gèrent des campagnes chez vous et qui vont jusqu'aux social media, mais qui passent aussi par la télé, etc. Et là-dessus, KFC France, vous nous avez vraiment habitués à sortir fréquemment des campagnes qu'on appellerait événements, hein, des vraies prises de parole de marque, souvent très visuelles, très ancrées social media aussi. Et depuis quelques temps, on voit aussi beaucoup sur le terrain de la collaboration, de la collab. Il y a eu la collab qui était très marrante avec Mister V et je crois que c'était le burger de la Mama, si je dis pas de bêtises. Et puis très récemment, cette collab complètement improbable entre KFC et Burger King. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes d'où vient l'idée de cette campagne. Effectivement, c'est une campagne dont on est très fiers chez KFC. Je crois que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans aucune industrie, de voir en fait deux concurrents s'associer pour une campagne et pour un intérêt commun qui est, je pense, celui du consommateur. Qu'est-ce qui vous a pris vraiment? C'est curieux. Tu vois, ça aussi, c'est cas d'école. Je pense que dans les 5-10 années à venir, dans les écoles de pub, etc., cette campagne, elle va ressortir. C'est obligé. C'est ouf d'avoir fait ça. Vraiment, j'aimerais comprendre. Explique-nous. J'espère qu'elle va ressortir. Je pense que c'est justement quand tu réfléchis toute la journée sur l'audace, sur le fait d'aller trouver des mécaniques, des territoires sur lesquels tes consommateurs peuvent vraiment être surpris et se dire « Ah ok, là, cette marque-là, elle se met à côté de moi pour me proposer quelque chose d'incroyable, d'irrésistible. Donc j'ai envie d'y aller. » En fait, c'est, je pense, c'est pousser en fait, au paroxysme la collab d'aller s'associer avec son concurrent. Tu l'as dit, on est dans un marketing où il y a de plus en plus de collabs qui se font avec plus ou moins de succès. Et pour te raconter la genèse de cette OP BFF, il y a quelques mois, années, Burger King avait fait une campagne où des consommateurs itéraient autour de qui a le meilleur burger. Et il y avait le Big Mac de McDo, le Kentucky de KFC, le Whopper de Burger King. Et ils ont, pour lancer cette campagne, ils ont tagué tous leurs concurrents sur Twitter en disant que c'était leur burger, le burger du concurrent, le meilleur. Donc évidemment, énormément d'engagement autour de ces contenus. Comment se fait que Burger King parle des concurrents? Et puis là, pour le coup, notre agence, au lieu d'aller, on savait très bien qu'il allait se passer quelque chose, on ne savait pas encore quoi à ce moment-là. On a voulu se mettre de leur côté en disant ouais, vous saluez aujourd'hui le Kentucky Burger, peut-être qu'un jour on fera un BKFC. Et le mot BKFC, qui au final est venu de notre agence et assez naturellement, a suscité un engouement incroyable. Et en fait, on a eu un nombre d'engagements, d'interactions sur cette réponse au tweet incroyable. Se passent quelques semaines et on a, par on va dire hasard de partenaires communs, une discussion avec le management de Burger King où on s'amuse à dire quand même, quand tu vois quand même les réactions des consommateurs, ça serait quand même pas mal de le faire. Et en fait, on a les mêmes manières de réfléchir. On est des gens qui cherchent justement à sortir en fait des choses traditionnelles. Et c'est vrai que quand on commence à faire germer cette idée-là, on se dit là, ça pourrait être quelque chose de très fort. Il a fallu, je pense, 1 an et demi pour le sortir parce que t'imagines les complexités. Non, j'imagine même pas. Justement, on parlait du global tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Au début, ils nous prennent un petit peu pour des fous parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, on est obligé quand même de leur expliquer tout le contexte. Pourquoi on fait ça. On est obligé aussi de leur expliquer notre marché. C'est qu'aujourd'hui, nous, sur notre marché, Burger King ou nous, on est, on va dire, les 2 candidats les plus irrévérencieux, ceux qui prennent un peu les contre-courants des tendances. Et on a un intérêt commun, quelque part, nous, à affirmer notre supériorité sur le poulet, et eux, avec leur manière de produire, de cuisiner le bœuf, etc. On a un intérêt commun à collaborer, à se dire créons une bulle d'amitié pendant quelques temps et proposons aux consommateurs un produit unique avec à la fois le poulet croustillant KFC et de l'autre côté le bœuf grillé à la flamme de Burger King.
La radicalité de cette campagne. Elle est folle, c'est fou de faire ça. C'est fou aujourd'hui, je trouve. Tu vois, nous on passe notre temps à discuter avec des marques et certaines ont vraiment de l'audace. Là, je trouve que c'est au-delà de l'audace, c'est radical de faire ça. Je suis impressionné. Et je me pose quand même une question au milieu de tout ça, c'est de savoir si vos campagnes, et cette campagne par exemple, elle n'est pas d'abord conçue pour et par les réseaux sociaux, ou est-ce que le social vient après? En gros, est-ce que vous n'êtes pas une marque social first? Dans cet exemple, si le social n'existait pas, l'OP n'aurait jamais vu le jour. En fait, c'est ce qui a été la caution de cette opération, c'est justement le nombre de likes sur la proposition de BKFC. C'est uniquement ça, et c'est en fait une sorte de validation des communautés qui fait que l'opération peut exister. Quelle est la part aujourd'hui du social media, de l'insight conso au cœur des réseaux sociaux dans le choix de vos campagnes? Là, on parle de BK, mais on pourrait parler aussi des autres dernièrement. Quelle est la place aujourd'hui du social dans vos arbitrages? On s'en sert de plus en plus. Aujourd'hui, on a mis en place en fait, des outils de social listening qui nous permettent justement de relever les tendances et qui peuvent nous inspirer derrière, soit pour du développement de produits, parce qu'on ne regarde pas uniquement ce qui touche notre industrie, on regarde ce qui va toucher, on va dire, à toute la food. Et pour le coup, là-dessus, on a de la chance, c'est qu'on est la food sur les réseaux sociaux. C'est quand même, il y a de quoi faire. C'est un sujet qui est énorme. Et donc aujourd'hui, on suit toutes les tendances food. Okay. Et donc ça, c'est pour nourrir votre dimension R&D. Complètement. Ouais. Et après, on suit aussi tous les passion points de cette génération Z qu'on cherche tous plus ou moins à aller cibler et à les séduire. Et derrière ça, on y applique justement ce fil de légitimité dont je te parlais, c'est de se dire, OK, il y a tel passion point qui aujourd'hui cartonne. Okay, est-ce que nous, on est légitime pour aller sur ce territoire? Si oui, comment? Et si on y va, comment on arrive à faire différent de ce que font les autres et de proposer vraiment quelque chose qui a de la valeur pour la Gen Z pour ne pas paraître opportuniste. Ouais. Aujourd'hui, du coup, est-ce que l'axe social media, il pèse plus lourd dans vos arbitrages budgétaires? Parce que ça, c'est bien beau, ça nourrit vos campagnes. Mais est-ce que, à l'inverse, est-ce que aujourd'hui, vous déployez, parce que, pour le dire autrement, bien souvent, l'insight peut venir du social, mais dans le marketing mix, ça reste un parent pauvre. Hein. C'est-à-dire, ça reste un petit budget, le social media, et on va quand même mettre le gros en print et en télé. Vous, est-ce que du coup, ça fonctionne différemment chez KFC ou pas? Alors, on reste une marque qui est très dépendante du média traditionnel. Donc, on a encore des parts d'investissement offline qui sont très, très importantes, bien plus importantes que le digital, parce que les coûts sont aussi différents. En revanche, on a une énorme croissance sur nos investissements digitaux. Tu vois, en 2024, on a investi 50% de plus qu'en 2023 sur le digital. Donc, c'est quand même des croissances qui sont assez considérables. Donc, c'est sûr qu'en termes de mix, l'offline reste vraiment le cœur de nos dispositifs. Par contre, on a des fortes croissances. Tu parlais de passion point, tu parlais de persona cible, tu parlais de Gen Z. Forcément, du coup, c'est tentant de parler de musique. Et j'aimerais qu'on parle beaucoup qu'on parle de Thunder's Room, cette campagne-là, hein, donc, que vous avez récemment lancée. Je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur TikTok notamment. Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne Thunder's Room ? Bah écoute, on parlait tout à l'heure de social listening, je pense que c'est un exemple parfait. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes TikTok, tu as énormément de DJ qui sont dans des boulangeries en train de faire des DJ sets avec des gens qui sont déchaînés autour des pains au chocolat, etc. C'est des choses assez surprenantes. Tu as des comptes où des DJ vont dans des cuisines de resto, pareil, faire des sets. Et pour le coup, on a une culture, nous, qui est historiquement assez hip-hop. Et c'était un sujet qui nous trottait dans la tête de se dire ok, le hip-hop c'est vraiment notre ADN parce que marque américaine, on est une marque qui est citée énormément dans des sons de rap français ou internationaux. On en avait d'ailleurs fait une campagne il y a quelques années. Mais aujourd'hui, la Gen Z, c'est pas que le hip-hop. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça soit
la musique préférée de la Gen Z aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute la partie house music, électro qui cartonne, c'est dommage de s'en priver parce que ça colle bien quand même avec notre plateforme du moment. Et donc Tenders Room, c'est, on va dire, un premier coup d'essai, je pense, pour quelque chose qui deviendra peut-être un jour, et je l'espère, quelque chose de plus gros, peut-être même global, parce que je sais que notre global a adoré cette opération. Pour le coup, c'est quand même quelque chose de duplicable, je pense, dans tous les pays du monde. On parlait d'adaptation culturelle. S'il y a bien un truc qui est universel, c'est la musique. Déjà, il faut que je te fasse rencontrer nos amis des Nuits Sonores à Lyon. Avec plaisir. On va faire un Tenders Room pendant les Nuits Sonores à Lyon, ça serait trop marrant. Avec plaisir, ça serait trop cool. Ouais. Ouais. Et du coup, peut-être qu'un jour, voilà, on dupliquera ce format parce que nous, notre global a vraiment adoré voir ce truc-là. Et c'est, on va dire, une activation. Alors là, pour le coup, plus que social first parce qu'elle ne sort pas, on va dire, d'un carcan social où on vient divertir en apportant justement ce fameux service dont je te parlais tout à l'heure, c'est de dire, OK, on va mettre la lumière sur 2-3 DJ qui sont quand même assez connus et plébiscités pour justement les mettre dans un cadre différent et leur permettre d'offrir un set aux consommateurs KFC. Donc là, on est d'accord, c'est une campagne 100% social media. 100%. 100% social media. Et tu l'as dit, tu as lâché le gros mot, divertissement. Est-ce que aujourd'hui, justement, j'aimerais qu'on échange autour de ça, parce qu'on le voit bien, le web social, il est en train de dériver, là, il est en train de basculer, ou peut-être qu'il a déjà basculé depuis un petit moment vers un web du divertissement. Et au milieu, KFC forcément a une place à jouer ici. Donc là, vous avez ce format Tenders. Est-ce que vous l'avez conscientisé, cette place autour du divertissement, cette logique de format? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à réitérer, peut-être avec d'autres angles? Oui. Ouais. Ouais, je pense de toute façon que le social, par essence, doit être traité sous le prisme du divertissement. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années, et je pense que la plupart des marques ont transitionné sur le fait de ne pas dupliquer les campagnes offline sur du social. On voit bien que ça ne marche pas, ça ne répond pas. Donc aujourd'hui, quand tu prends la parole en social, c'est, je pense, avant tout pour divertir. Quand on est dans notre industrie, il y a d'autres industries où là, pour le coup, la conversion business est beaucoup plus directe sur le social. Nous, c'est pas encore le cas. Donc, oui, le divertissement prend une place énorme. Maintenant, on a quand même une logique de business aussi court terme. Donc, tout est une question d'équilibre. Oui, parce que tes franchisés, ils doivent être là. Attends, t'es bien mignon, Guillaume, mais le budget que je t'envoie là et que tu me fais payer sur la marque, sur le marketing, moi, je veux que ça me ramène des ventes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comment t'arbitres ça? Après, c'est aussi à moi de leur prouver et à toute l'équipe de leur prouver que la construction de la marque a un impact sur les ventes. Donc, évidemment, moins tangible à court terme qu'une opération promo, par exemple. Sauf que je pense que la force aussi d'une enseigne comme la nôtre, et puis l'histoire en fait nous le montre, c'est que le fait de devenir une brand love fait que tu résistes quand même beaucoup mieux au vent contraire que tu peux rencontrer. Et ça, c'est aussi quelque chose que nos franchisés, qui sont maintenant, pour la plupart, dans notre réseau depuis 10-15 ans, ont bien compris, et que la force en fait, qu'on était en train d'acquérir avec la construction de la marque KFC, à quelque part, les protégeait et leur permettait de créer un lien qui est parfois plus fort que des vents contraires. J'imagine que vous avez vos stratégies autour de la marque, de branding pur, d'activation, de divertissement, etc. Et puis, j'imagine aussi qu'à côté, vous avez sans doute des leviers d'activation plus héroïstes immédiatement, notamment à l'intention de vos franchisés. Grosse stratégie SMA derrière KFC France, localement. Est-ce qu'il y a beaucoup de campagnes qui tournent? Comment ça s'organise, ça? Il y a beaucoup de... Est-ce que c'est drivé par vous, ou est-ce que chaque franchisé a la liberté de pouvoir ou non investir localement sur une campagne publicitaire qui lui ramène du monde dans son restaurant? Il y a un gros bloc qui est quand même piloté par KFC France. De toute façon, toutes les campagnes nationales qu'on met en place sont jouées, si je peux le dire comme ça, dans tous nos restaurants. Okay. Donc en zone de chalandise, autour du restaurant. Exactement. Ouais. Après, le franchisé en local a lui la possibilité, et on l'encourage. Et d'ailleurs, c'est une partie aussi, on a un support au sein de l'équipe brand qui gère le marketing local pour justement répondre aux besoins d'un franchisé. Un événement, tu parlais par exemple tout à l'heure des Nuits Sonores. Si demain,
un groupe de franchisés KFC lyonnais décide de devenir partenaire des Nuits Sonores. Vous lui donnez un coup de pouce pour organiser ça. Ouais, en fait, on peut lui donner un petit coup de pouce, on peut lui donner aussi des guidelines. On est partenaire aujourd'hui de la Fédération française de football. C'est un des partenariats qu'on exploite au national. On encourage aussi les franchisés à créer des partenariats en local. Et derrière, on a quand même une expertise assez forte pour les accompagner et leur expliquer, les aider pour exploiter le partenariat, pour créer de la préférence de restaurant. En fait, c'est même plus de la préférence de marque, c'est de la préférence de restaurant et créer une affinité avec leur conso en local. Ok, très intéressant. Allez, j'aimerais qu'on revienne à une échelle plus large, la marque en elle-même et votre ancrage au cœur de la culture pop. Ça, je trouve ça assez fascinant parce que KFC, c'est bien plus qu'une chaîne de fast-food. Je pense qu'on l'aura bien compris. C'est une marque qui vit dans les feeds, qui alimente des mèmes. Le nombre de mèmes qu'il y a avec KFC, c'est impressionnant, qui inspire des créatrices et créateurs de contenu. Pareil, le nombre de recettes à base de Thunders plus ou moins foireuses, il y en a des tonnes. C'est, comme tu l'as dit, une marque qu'on n'a jamais autant citée au cœur de couplets de rap. Hein. C'est impressionnant. C'est un objet culturel, KFC. C'est une icône de la pop. Est-ce que ça, c'est une volonté stratégique ? Est-ce que faire partie de la pop culture, c'est un objectif que vous poursuivez activement ? Je crois que c'est avant tout une conséquence de nos actions. On ne décide pas de faire partie de la pop culture. C'est vraiment la pop culture qui s'approprie KFC parce qu'à un moment donné, on est présent partout. Et je pense que ça dépasse même le cadre du marketing. Aujourd'hui, on a, comme je te le disais, 400 restaurants dans toute la France. On fait partie du quotidien de plus de 200 000 Français par jour. Donc forcément, c'est pour des artistes, c'est quelque chose d'inspirant parce que tu as une histoire avec KFC, parce que tu as un KFC en bas de chez toi, parce que tu as un copain qui t'emmène chez KFC. Donc en fait, je pense que cette intégration dans la pop culture, ça serait te mentir, te dire oui, on a des stratégies pour être intégré. Non, nous, ce qu'on veut, c'est être une marque qui est divertissante, cool, qui tape juste en fait sur justement ces passion points. Et puis après, le renvoi d'ascenseur, j'ai envie de dire, c'est le meilleur des cadeaux que peut nous faire des artistes ou même la Gen Z en général, en essayant de refaire du poulet frit ou en cautionnant KFC sur X ou Y sujet. Moi, j'en ai vu beaucoup, même des vidéos, des détournements autour de KFC. Comment vous gérez cette appropriation par les créateurs, par la Gen Z? Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que vous l'observez? Est-ce que parfois ça ne va pas dans la direction que vous aimeriez? Écoute, c'est vrai que ce qu'on appelle l'UGC, par exemple sur TikTok, c'est quelque chose, User Generated Content, c'est quelque chose qui s'est développé, c'est assez récent au final, et aujourd'hui, on est passé alors nous, on n'a pas un fort historique influence, mais on est passé en fait d'un modèle où les marques de notre industrie allaient sur des influenceurs pour tester du produit, à un modèle où on a des influenceurs qui construisent en fait leur marque de fabrique en allant tester les produits. C'est vrai. En allant faire des hauls. Exactement, exactement. Donc en fait pour nous c'est quelque chose qui est super intéressant et je crois qu'aujourd'hui le premier réflexe, même ça a changé notre manière de faire. Je crois que avant on lançait un produit. Le premier truc qu'on faisait, c'est on demandait au service consommateur s'il y avait eu des appels pour savoir comment les gens aimaient le produit. Aujourd'hui, j'ouvre TikTok et je regarde si mes 10 influenceurs, on va dire les plus populaires, ont été tester le produit. S'ils n'ont pas testé le produit, je me dis pourquoi? Peut-être que le produit n'était pas assez attirant, etc. Et en fait, aujourd'hui, ça devient limite un KPI. Sur une innovation, de se dire combien d'UGC on va générer avec ce produit. Et alors après, comme tu disais, parfois, y a des retours d'expérience qui sont moins bons que d'autres. Mais ça nous permet aussi de progresser, ça nous permet aussi peut-être de revoir parfois la manière de faire certaines choses. Et au final, c'est des études qui sont on va dire, précieuses pour nous. Ce que je te disais aussi, c'est est-ce que... je parlais de principe d'appropriation parce que parfois il y a certaines marques qui se font complètement réapproprier par leurs utilisateurs, par leurs consommateurs, etc. Je pense à des marques qui ont résisté à ça. On pense historiquement à Lacoste qui pendant longtemps a résisté à
l'appropriation de son produit, de sa marque, par une cible qui ne voulait pas aller toucher. Voilà. Aujourd'hui, ils ont fait un peu des va-et-vient. Là, ils sont un peu encore à nouveau hésitants. Quel est votre point de vue là-dessus, KFC? Parce que, produit très populaire, accessible partout, et puis très présent au milieu d'une culture pop, aussi Gen Z, rap, parfois un petit peu urbaine, etc. Vous êtes à l'aise avec ça? C'est votre cœur de cible et c'est cohérent ou pas? Ouais, on est hyper à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut bien différencier en fait nos profils consommateurs et notre cible de communication. Aujourd'hui, notre cible de consommateur, elle est hyper large. On a des ados jusqu'à des quinquas sexagénaires. J'ai envie de dire, on a un profil de consommateur qui est représentatif du lieu d'implantation de notre restaurant. Parce qu'aujourd'hui, le fast-food est quelque chose de très populaire, c'est quelque chose d'accessible et c'est quelque chose de... et on est une enseigne qui est connue et reconnue. En revanche, en communication, on a une muse qui, elle, est la Gen Z. Et toute la difficulté, c'est de se dire, en fonction aussi de tes touchpoints, comment tu vas séduire cette Gen Z sans exclure une part quand même importante de ton profil consommateur. Et pour ça, justement, c'est pour ça qu'on a des campagnes qui vont être 100% social media. Je pense qu'on parlait de Tenders Room. Je ne suis pas sûr qu'un quinca il soit forcément hyper touché, ou en tout cas par Tenders Room. En revanche, s'il est exposé, il ne va pas forcément être gêné par ce type de campagne. Donc voilà, c'est une science de touchpoint de se dire, attention, on est capable d'adapter le message tout en restant consistant. Allez, justement, parlons du touchpoint social media. Votre présence social media, elle est évidemment hyper solide. Instagram, TikTok, Twitter, vous êtes à peu près vous êtes à peu près partout. Et pas juste présent, vous avez vraiment cette logique évidemment communautaire au cœur de ces plateformes. C'est lequel aujourd'hui votre réseau social prioritaire 2025, là, où est-ce que vous mettez vos petits? Si je dois en choisir un, je dirais TikTok aujourd'hui, sans vouloir me mettre à dos les autres plateformes, parce que pour le coup, la réponse que je te donne, c'est vraiment plus sur le travail de l'organique. Je mets de côté, on va dire, la partie paid, parce que pour le coup, on est assez varié sur toutes les plateformes en paid. Meta, on peut exclure Meta du paid, ça serait quand même compliqué. Exactement. Par contre, sur l'organique, ça serait te mentir te dire que Facebook est ma priorité, parce que je pense que c'est aujourd'hui un média, on va dire, plus qu'une plateforme sociale. TikTok est aujourd'hui la plateforme sur laquelle on peut le plus s'éclater. Je pense que c'est celle sur laquelle aussi on a la plus grosse marge de progression. Parce que même si on fait des trucs qui sont assez cool, on peut encore faire beaucoup mieux et c'est surtout qu'il y a un terrain de jeu qui est énorme sur TikTok. Donc 315 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok pour KFC France. Certaines vidéos à plus de 30 millions de vues. Bon là c'est énorme. Et puis d'autres à 4K. Ça c'est quand même... pourquoi déjà? Comment on peut expliquer ça? Est-ce que vous avez compris comment marchait l'algo de TikTok ou pas? Ça, c'est un sacré mystère. Tu l'as dit, en fait. Je pense que l'algorithme de TikTok, on s'en rend compte tous les jours en tant que user. C'est un algorithme qui est incroyable, qui est hyper adaptatif. Tu regardes, tu peux en fait t'amuser à influencer cet algorithme en fonction de la complétion que tu vas avoir sur une vidéo, sur une thématique. Et derrière, bam, t'es assailli de contenu sur la même thématique, il est hyper réactif, vraiment dans l'instant. Donc non, c'est difficilement maîtrisable. Je te disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des tweets où on se disait, celui-là, on sait que ça va marcher. C'est pas encore le cas de TikTok. Mais c'est le cas pour personne. Ouais. Et sur TikTok, il y a des trucs où on se dit, là, c'est sûr que ça va être un carton, on le poste en organique, et bam, flop, 4000. Et du coup, comment vous arrivez aujourd'hui à mesurer, je dirais, la réussite de vos campagnes ramenées à TikTok, ou plutôt de savoir combien investir sur TikTok? Quelle est votre stratégie aujourd'hui, compte tenu de la difficulté à actionner ce levier avec efficacité, on va dire? Je pense que c'est d'abord d'essayer de réussir à craquer le bon modèle pour pouvoir justement produire à moindre coût et de manière la plus réactive possible. C'est ce qui te permet en fait déjà de pouvoir prendre des risques. Parce que si la production TikTok te coûte énormément d'argent, tu prends des fours, voilà, exactement. Et nous, chez KFC, on a quand même cette culture justement du risque et de l'essai. En fait, se dire, si on fait un flop, c'est pas grave. À partir du moment où on va pas faire de mal à la marque,
En fait, un flop, c'est pas grave. Ok. Si on le sent, il faut y aller. Donc, au-delà de l'investissement, c'est plus la manière de produire avec une réactivité de haut niveau. Beaucoup de volume. Exactement, beaucoup de volume à faible coût et très vite. Et donc ça, comment vous l'organisez, cette production de contenu au quotidien? Vous travaillez avec l'agence, il n'y a rien qui est produit chez vous, c'est l'agence qui produit pour vous? Aujourd'hui, on ne produit rien chez nous. D'accord. On ne produit rien chez nous, on n'a pas la volonté de l'intégrer. Et aujourd'hui, voilà, on travaille avec l'agence pour justement faire évoluer ce modèle. Justement pour cette réactivité. Okay. J'ai trouvé intéressant parce que la stratégie, là je bascule du côté d'Instagram, j'ai trouvé amusant la manière dont vous aviez travaillé ce touchpoint Instagram, parce que à la fois vous avez un contenu vidéo évidemment, hein, parce que c'est là où les choses vont, qui est très tendu vers une sorte de réalité, avec donc des contenus filmés à l'iPhone, très viraux, qui ressemblent beaucoup aussi à ce qu'on peut trouver du côté de TikTok, voilà, des contenus simples à produire, amusants. Et en même temps, vous avez un énorme travail sur la vignette. Vos vignettes sont très shadées, on dirait presque un menu KFC, c'est très sophistiqué, donc on sent que le touchpoint Instagram, c'est-à-dire le profil, les gens qui arrivent sur le profil, c'est quelque chose que vous voulez soigner. À quoi ça sert ça? Pourquoi vous n'avez pas misé tout sur le feed et puis balèque les vignettes? Ouais, mais c'est un bon point. Je pense que c'est justement lié à cette culture du craft publicitaire qu'on a. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on aurait travaillé notre feed tel que tu le décris si vraiment le craft et vraiment l'élégance de l'image n'était pas dans notre culture publicitaire. Ouais. Pour moi, c'est plus une conséquence de notre exécution publicitaire qu'un vrai parti pris, parce que dans les faits, on le sait, les gens ne vont pas sur le feed. C'est là aussi l'algorithme et les Reels principalement qui font justement la visibilité d'une marque sur Instagram. Donc on travaille beaucoup plus les Reels. Et en fait, cette partie feed, j'ai envie de dire, pour nous, c'est un peu plus facile parce que en fait, et je suis content d'ailleurs que tu soulignes que ça soit quand même quelque chose d'assez léché, parce que voilà, c'est un peu un miroir de nos copies publicitaires. D'accord, c'est juste pour faire joli? Non, ou ça sert à un intérêt de branding quelque part, d'avoir un beau profil Instagram? Non, ça sert ton branding, parce que dans les faits, il y a aussi des contenus qui sont poussés, qui sont médiatisés, donc qui sont vus par le plus grand nombre. Maintenant, le feed en lui-même, là oui, pour le coup, lui, il est là pour faire joli. Ok. KFC est aussi partenaire de la Fédération Française de Foot, tu en parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment sur X que ce partenariat, il prend vie, hein, parce qu'on le voit un petit peu ailleurs sporadiquement, mais sur X vraiment il y a plein de contenus très liés à l'actualité sportive, etc. C'est quoi aujourd'hui ton point de vue ou le point de vue de la marque sur X? Est-ce que c'est une plateforme suffisamment brand safe pour KFC France? Écoute, c'est une plateforme qui aujourd'hui se prête bien à des contenus foot, parce que grosse communauté football sur cette plateforme, avec énormément de discussions autour du foot et donc de l'équipe de France chez nous. On l'utilise encore principalement sur des rebonds d'actu, sur la partie organique. On a encore un peu de paid sur quelques campagnes. C'est une plateforme qui évolue énormément, pas forcément en bien, de ce qu'on voit, avec de la modération qui est assez limitée. Maintenant, aujourd'hui, nous, sur des contenus football, ça nous sert quand même pas mal pour justement des mécaniques de jeu concours, de rebond sur l'actualité, justement de participer aussi à cette vie de la FFF, qui est assez présente dans le quotidien des Français. Ouais. Et dans le cadre de ce partenariat, vous étiez aussi sponsor, je ne sais pas si c'est encore le cas, d'un programme qui s'appelle Hors Jeu, du côté de Twitch. C'est quoi pareil, qu'est-ce qui se passe parce que là on a parlé de Gen Z, on a parlé des grosses plateformes, mais Twitch effectivement c'est un repère, il y a des choses, des cartes à jouer ici. Est-ce que KFC France a décidé d'investir dans le streaming ou investi d'ores et déjà dans le streaming? Ça c'est une nouveauté 2025, donc on a depuis les matchs Croatie-France et France-Croatie un partenariat avec Hors Jeu sur Twitch, où on vient en fait faire écho à une stratégie offline où on est présent sur tous les matchs de l'équipe de France sur TF1 en billboard de pré-match, mi-temps, fin de match. Et c'est, on va dire, une stratégie miroir pour justement toucher une cible beaucoup plus digitale autour d'un brand content qui est celui de Hors Jeu.
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire un talk show à la Twitch sur le football avec des émissions spéciales équipe de France. Donc là, on a fait 2 émissions pour l'instant avec une intégration de KFC dans l'édito de Twitch. Une sorte de chronique KFC ou une séquence Ouais, c'est plus une séquence, plusieurs séquences en fait KFC, dont un jeu concours, un quiz KFC où on peut gagner des cadeaux KFC avec en fil rouge du branding KFC dans l'émission. Donc on est en fait partenaire de l'émission hors jeu. Et premier retour hyper positif parce que déjà une très bonne acceptation de l'audience, ce qui est hyper important en fait aussi aujourd'hui. Ça montre, quand on se parlait de légitimité tout à l'heure, ça montre qu'on est au bon endroit. Pour parler aussi de la marque KFC, mais parce qu'on est partenaire de l'équipe de France. Donc ça, c'est vraiment un premier facteur de succès pour nous et aussi des équipes, parce que des équipes qui sont contentes de travailler avec un partenaire comme KFC, parce qu'on vient nourrir quelque part leur ligne éditoriale. Ça, ce format long, comme ça, Twitch, je pense aussi à YouTube par ailleurs, c'est des endroits où vous avez envie de renforcer votre présence de marque à l'avenir ? Écoute, c'est des endroits qui sont de plus en plus des grands carrefours d'audience. Donc, ça serait, je pense, une mauvaise idée de s'en priver. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies communautés, il y a des vrais experts qui prennent la parole sur ces plateformes-là. Donc, aujourd'hui, nous, la volonté, la stratégie, elle est plus d'aller s'associer à ces experts plutôt que créer des choses en propre. Vous ne voyez pas à la Red Bull partir en mode média et produire vos propres... C'est un paradigme qui est assez différent du nôtre. Je pense que déjà de manière hyper pratico-pratique, on n'aurait pas les ressources pour faire ce genre de choses-là. Et puis on est un peu moins endémique, je crois, que Red Bull pour prendre la parole sur des sujets où ils sont vraiment, vraiment experts. Donc pour le coup, nous, ça nous va bien d'aller justement nous intégrer dans des programmes existants. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'influence marketing. C'est peut-être un des chemins justement pour rentrer dans des programmes existants, du sponsoring, peut-être même sous la forme d'influence. Voilà. Quelle place elle prend l'influence aujourd'hui ? Donc tu nous as dit qu'elle était quasiment un insight que tu suivais de près. Est-ce que vous actionnez aussi de l'influence ? Est-ce que vous avez des partenariats avec un certain nombre de créatrices, créateurs year long ? Alors, pas au sens vraiment présentation produit. Je pense qu'on est une industrie qui réagit peut-être moins bien à l'influence que d'autres industries. Typiquement, si je prends l'exemple de la cosmétique, même l'automobile, tu vois, ces industries où pour le coup, tu peux avoir vraiment des vrais essais produits, etc. On parlait tout à l'heure de l'UGC. On va dire, nous, on a la chance d'être essayé par des influenceurs sans avoir besoin de mettre en place des stratégies d'influence. Donc vraiment, le modèle premier de l'influence, on n'y va pas de manière régulière. Ça arrive justement quand il y a un lien vraiment avec une campagne où parfois on va venir prendre le contre-pied de l'attendu, où on va prendre un influenceur assez inattendu pour parler d'une campagne. Donc ça arrive, mais on ne va pas sur du test produit simple. Et après, sinon, il y a l'influence plus dans la co-construction. Je citais tout à l'heure l'opération par exemple avec Mister V. C'est, je pense, une opération d'influence, mais à très grande échelle, parce que là, on a été jusqu'à construire un produit ensemble. On a construit une histoire et on a même fait évoluer une de ces marques, la marque Della Mama, pour justement la diversifier en fait sur l'univers du burger alors qu'il venait de la pizza. C'est la collab là, hein, carrément. Complètement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, de tous ces youtubeurs là qui lancent leur marque de fast-food ou leur marque de restauration rapide, certains d'ailleurs dans le poulet. Comment on regarde ça du côté de KFC ? Amusé, intéressé, intrigué ? Bah ouais, intéressé, intrigué et aussi quelque part rassuré sur le fait que le fast-food est quelque chose qui intéresse. Si aujourd'hui des influenceurs / entrepreneurs, parce que ça dépasse même le cadre de l'influence, décident d'aller dans du fast-food, c'est que ils ont senti qu'il y avait on était sur un marché qui était très dynamique et ça permet justement de remettre la lumière en fait sur cette industrie. Donc non, je pense que c'est une très bonne chose et c'est parfois inspirant, ouais.
Toutes ces marques de youtubeurs, elles marchent en dark kitchen, hein. Elles n'ont pas de lieu de vente, etc. Vous, aujourd'hui, vous avez évidemment vos restaurants. Tu as dit plus de 400 en France, c'est ça? On a presque 400, ouais. Presque 400 On a en France. 390 exactement. Vous faites aussi de la livraison? On fait de la livraison. D'accord. Juste, allez, là je m'excuse, je dézone un tout petit peu, mais comment on fait pour maintenir l'expérience? Parce qu'on voit bien l'expérience de marque que je peux avoir quand je vais en restaurant chez KFC. Forcément, je retrouve un peu tout ce que tu m'as raconté, la tonalité, etc., la borne, la commande, le sourire, voilà. Et puis culturellement aussi, je reste dans un univers. Comment ça se passe quand on fait de la livraison? Est-ce qu'on perd un peu de son âme finalement et on reste plus que sur le produit? Alors déjà, la livraison, on fait de la livraison parce qu'on répond à une demande. Aujourd'hui, une enseigne de restauration qui se prive de la livraison, tu te prives de, en ce qui nous concerne, environ 15% de business. Donc c'est un canal qui est important. Nous, on a une stratégie de livraison qui est basée sur... C'est une stratégie d'agrégateur. Donc on n'a pas de livraison en propre. Et après, l'expérience, donc elle est celle qui est proposée par l'agrégateur. Donc il y a énormément de travail opérationnel. Quand tu dis agrégateur, pardon, Deliveroo, Uber, etc. C'est ça, Uber, Deliveroo. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Aujourd'hui, l'expérience, elle est à la fois travaillée par Uber et Deliveroo. Pour savoir les temps de livraison, les conditions de transport, le maintien au chaud, etc. Elle est aussi travaillée par l'enseigne. Aujourd'hui, on a une charte de livraison qui n'existait pas il y a 10 ans, avant que la livraison soit là. On a une charte de livraison avec une manière d'emballer, une manière de préparer le produit pour justement que l'expérience livraison soit au niveau de celle du restaurant. Là, vous avez vécu une mutation, un laps de temps très court. Bah ouais, mais c'est justement, c'est aussi la magie de cette industrie, c'est que c'est une industrie qui est dans le quotidien des gens. Et donc, dès qu'il y a une évolution, que ça soit une évolution de comportement, de réglementation, eh ben, on y est impacté et on s'y adapte. Tiens, on va finir avec une petite touche un peu corpo. On va basculer du côté de LinkedIn. LinkedIn, voilà, on a beaucoup parlé de communication et de marque sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais c'est aussi vous qui gérez la prise de parole de la marque sur LinkedIn. 35 000 abonnés pour KFC France sur LinkedIn. C'est qui vos audiences là sur LinkedIn? C'est une audience qui est différente évidemment de celle des plateformes sociales. On est sur une audience plus corporate évidemment, investisseurs, pouvoir public, décideurs, potentiels nouveaux franchisés qui nous regardent. Donc des sujets aussi différents pour toucher cette cible. Et là, j'ai vu beaucoup de trucs qui étaient tendus marque employeur. Ça, c'est un gros sujet pour vous? Vous avez besoin de recruter du côté de KFC? Ouais, bah aujourd'hui, on a plus de 15 000 employés. Alors, ce sont les employés de nos franchisés, mais c'est 15 000 personnes qui travaillent pour la marque KFC via nos franchisés. Donc ouais, tout à fait. On a besoin de justement d'accompagner nos franchisés dans leur recrutement. Donc c'est pour ça qu'on communique sur le fait qu'il y ait des postes ouverts, le fait qu'il y ait des carrières à construire aussi chez KFC, mais pas que. Il peut y avoir aussi des jobs étudiants. Donc voilà, c'est aujourd'hui, je pense, des emplois qui sont hyper variés et qui peuvent toucher à peu près tout le monde. Et la dimension franchise, donc vous êtes aussi, j'imagine, parfois en recherche de nouveaux franchisés. La dimension franchise, aujourd'hui, LinkedIn, c'est le bon endroit pour nourrir ce réseau de franchisés, pour tisser le lien avec eux? C'est un des endroits, ouais. D'autant plus que là, on a ouvert notre mode de franchise à un modèle qui s'en appelle la location-gérance. Donc aujourd'hui, on est passé d'un modèle 100% full franchise où le franchisé était, on va dire, propriétaire des murs, du fonds de commerce, etc. Un modèle de location-gérance qui demande des investissements un petit peu moins importants et où le franchiseur, justement, met aussi dans l'équation économique pour le supporter. Donc, le fait d'ouvrir à des nouveaux profils de franchisés, il faut le faire savoir déjà. Et donc, LinkedIn est un bon canal pour ça et qui nous permet en fait d'entrer des nouvelles demandes, de faire entrer des nouvelles demandes. Allez, justement, puisqu'on est sur LinkedIn, si on doit te suivre à titre perso, est-ce que ça se passe sur LinkedIn? Où est-ce qu'on peut aller parler avec Guillaume XVI? Et ouais, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, okay. Principalement, ouais. Et justement, vous avez une stratégie d'employé advocacy à l'échelle de KFC France ou de leader advocacy, comme on dit maintenant? Écoute, je crois qu'on en a une. Je crois que... Non, mais en fait, c'est mais non, parce que elle n'existe pas formellement. Ouais. En fait, elle n'existe pas formellement, mais je crois qu'on est quand même une boîte où
il y a une forte fierté d'appartenance. Et je crois que, en tout cas au sein du marketing, on est beaucoup à communiquer sur LinkedIn sur une innovation produit, une nouvelle campagne, un service digital, etc. Et pour le coup, moi, je suis assez flatté de voir. Et c'est pour ça que j'hésite, parce qu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de stratégie. Les gens le font d'eux-mêmes. Et je pense qu'il y a une forme aussi d'inertie, c'est que tu vois ton collègue parler de son nouveau projet qui vient de sortir de terre, bah toi, le tien, il sort. T'as envie d'en parler. Ah ouais, je vais en parler aussi. Et ça, je trouve ça hyper cool. J'aimerais que ça sorte du modèle marketing et que les autres départements aussi au sein de KFC France communiquent sur LinkedIn, parce que c'est aussi important, et il y a aussi des beaux projets qui sortent en dehors du marketing. Mais du coup, c'est, je pense, une forme de stratégie de leader advocacy. Ouais. Là, vous le voyez, vous qui nous écoutez, vous voyez peut-être pas, mais Guillaume a l'air étonnamment très enthousiaste autour de LinkedIn, donc c'est cool, ça fait plaisir à voir. C'est une plateforme dans laquelle il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Bien sûr, c'est des messages qui sont complètement différents, mais il y a plein de choses à faire, et pour des enjeux qu'on a cités, c'est hyper important. C'est quoi les gros sujets là pour KFC France à venir? Grosse campagne à venir? Est-ce qu'il y a des... ça fait 15 heures, 1h20 à peu près qu'on papote. Pour conclure là, qu'est-ce qu'il y a à venir? Des grosses campagnes, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tout cas? Pas grand-chose avant que ça sorte, non. 23 avril, nouveau produit en édition limitée. Un produit connu, pas chez nous. Mais normalement qui devrait faire pas mal de bruit. Bah justement, tiens, produit en édition limitée comme ça, ce produit, vous l'avez travaillé en R&D chez vous? Là, pour le coup, c'est un contre-exemple de ce que je te disais. C'est un produit qu'on a été pioché dans un pipeline global. Ok, ça on n'en saura pas plus. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce lancement de produit? À peu près 2 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, on est parti sur une grosse annonce là. Ouais. Le 23 avril, on n'en saura pas plus. Il faudra attendre le 23 avril. C'était passionnant. Je te remercie beaucoup, Guillaume. On a passé un très bon moment. Si on veut venir papoter avec toi, LinkedIn, c'est peut-être ta plateforme, en tout cas la plus efficace là pour venir papoter. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des échanges. Cet épisode, les amis, vous l'écoutiez en podcast, dans une application de podcast. Ça se passait sur Spotify, Apple Podcast. Allez, peut-être même Deezer, pourquoi pas. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles, le petit commentaire qui nous fera très plaisir, et à partager le Super Daily autour de vous. Guillaume, un énorme merci. Salut, ciao, bye bye.